Bon, je suis encore dans des essais de cadrage et de lumière, etc. Donc je sais que c'est pas parfait. Je fais de mon mieux, voilà, on verra. Avec le temps, je pense que je vais améliorer un peu ma gestion de la lumière dans cet appartement. Normalement, là déjà, il n'y a pas de reflet dans les lunettes, ce qui est déjà pas mal cool. Voilà, on a au moins résolu un de ces problèmes-là. Et je suis calée tranquille, il faudra que je vous fasse un tour de l'appartement, mais en fait, là, je suis calée sur ce que j'appelle la plateforme dans cet appart, donc c'est un espace un peu canapé, cocoon, tout ça. Je peux même faire dormir un pote ici si jamais, donc c'est pour vous dire à quel point cet appart est bien agencé, n'est-ce pas? Ah, le travail d'architecte qu'on a fait avec mon archi est incroyable et cette plateforme c'est ma merveilleuse idée. Bon, j'ai surtout passé beaucoup de temps sur Pinterest à regarder comment aménager des tout petits appartements. Bref, je suis pas là pour parler de mon appart aujourd'hui, mais vous le sentez peut-être parce que si je fais un peu de small talk, c'est parce que je suis stressée à l'idée de faire cette vidéo-là. C'est probablement l'une des vidéos les plus importantes de ma chaîne et la plus importante que j'ai faite depuis un sacré moment, en fait. Aujourd'hui, on va se parler d'entrepreneuriat, on va se parler du business coaching, on va se parler de santé mentale et de business autour de la santé mentale. Je vais vous parler de mon parcours personnel en tant que professionnel dans ce domaine-là. On va parler d'argent, on va parler de chiffres, on va parler de marketing, de techniques de marketing, techniques de vente, tous ces trucs-là. Alors, je vais pas aller dans le détail des techniques de marketing et techniques de vente, mais on va parler du sujet. Voilà, c'est une vidéo que je ressens vraiment l'envie de faire dans une veine de... J'ai l'habitude ici d'aimer vous partager mon parcours, mes réflexions, mes compréhensions, etc. au fil des années. J'ai fait ça dans plein de domaines de ma vie et dans mon domaine pro, j'ai pas envie que ça fasse exception. Mais c'est plus challengeant que certains autres sujets, bizarrement, même si c'est moins intime d'une certaine manière, puisque je vais pas vous parler de mon enfance, etc. Mais il y a un truc un peu difficile parce que ça implique aussi le lien que j'ai avec vous, qui m'est très précieux, comme vous le savez certainement si vous êtes là depuis très longtemps. Pour certaines, vous êtes là depuis 12 ans. Ça fait 12 ans. Ça fera 12 ans là en novembre cette année que cette chaîne existe, hein, ce qui est quand même un truc de malade quand on y pense. C'est une sacrée tranche de vie. Donc ça va être une longue vidéo que je vais très peu couper. Je vais certainement couper les moments où je réfléchis, les moments où je bois du café. Voilà, mais j'ai pas pour but de faire un super editing. J'ai beaucoup réfléchi à comment vous parler de tous ces sujets-là. Au début, je voulais faire une vidéo super structurée et tout. J'adore quand il y a des chaînes, il y a des youtubeurs et youtubeuses qui font ça et c'est un bonheur et un truc un peu orgasmique, avoir un truc hyper bien organisé, les points, les machins et tout. Et je me rends compte que, en fait, moi, quand je fais ça, sur ce genre de sujet en tout cas, j'ai vraiment la sensation de devenir un petit prof, monsieur je sais tout, ou madame je sais tout, qui vous dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça me donne un air un ton ultra condescendant. Et ça me donne l'impression que je crois que je sais et que les autres sont nuls, ce qui est pas du tout le cas, mais genre vraiment très très loin de ma réalité. Et du coup, bah, ça marche pas quand je fais ça. Je me sens pas bien quand j'essaye d'éditer les contenus. Alors je l'ai pas fait avec cette vidéo-là, mais je l'ai fait avec d'autres sur des sujets comme ça par le passé. Et en fait, j'y arrive pas. Donc je vais faire ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire vous parler juste avec mon cœur. J'ai organisé un petit peu. J'ai mes petites notes ici, il faut que je les reprenne, mais des points que je ne veux pas oublier dans cette vidéo, mais ça va être je vous emmène dans mes réflexions et je vous parle de ces sujets sans forcément que ça soit structuré point par point, et je vais surtout vous parler de mon expérience depuis mon point de vue, ce que je fais à chaque fois depuis le début que j'ai cette chaîne. Donc voilà, évidemment tout ce que je vais dire je parle en mon nom. Désolée, je fais une très longue intro, mais c'est important pour moi de bien introduire le sujet pour que je me sente à l'aise et que je puisse vous parler, vous ouvrir mon cœur, voilà, sur ces sujets-là. J'ai besoin de dire que c'est un sujet qui est quand même encore très sensible pour moi. J'ai quand même fait un burn-out. Je vais sûrement chialer à un moment. Ça veut pas dire que j'ai besoin d'aide ou que c'est un appel à l'aide ou quoi. Je suis très très bien suivie, j'ai des psys, des coachs dans ma vie. Et je suis juste quelqu'un d'extrêmement sensible et du coup je pleure très facilement. Mais les personnes qui sont très émotives comprendront ce que je dis, c'est pas forcément proportionnel à la gravité de la situation. Voilà. Je dirais même que c'est même plutôt inversement proportionnel. Les moments où je réagis pas, où je suis hyper froide et tout ça, ça peut être des moments où justement je suis davantage touchée et du coup je suis en mode bulldozer, mécanisme de défense et voilà.
Donc quand je pleure, c'est qu'il y a un peu d'ouverture et un peu de mise à l'aise et que je me sens en sécurité, sinon mon corps ne le ferait pas ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Cette vidéo, elle est adressée à qui? Alors, c'est une bonne question. Elle est adressée à toutes les personnes qui sont déjà entrepreneurs, entrepreneuses, en particulier dans le domaine de la santé mentale. Je pense que ça va vous aider d'avoir ce parcours et cette expérience de vie. Je pense que ça va sûrement vous permettre de vous sentir moins seul sur certains sujets qui sont hyper tabous et dont on parle pas. Et du coup, c'est le principe d'un sujet tabou. Et du coup, je pense que ça va vous permettre de vous relier et d'avoir quelqu'un d'autre qui a vécu un truc similaire. Donc je pense que c'est pas mal pour vous. Et ça va aussi vous intéresser si juste vous êtes intéressé par me suivre et comprendre mes avancements dans la vie et mes réflexions et voilà, que vous me suivez depuis des années, que vous suivez mon travail, que vous avez peut-être été cliente d'ailleurs chez SSB à un moment donné, que vous avez pris des coachings, pris des programmes, etc. et que vous avez vu des changements, cette vidéo va pouvoir vous aider là-dedans. À comprendre ça. C'est pas la première fois que je parle de la période burn-out, de la période voilà, de ce qui s'est passé dans SSB, de mon expérience avec le coaching, etc. En tant que professionnelle, mais c'est la première fois que j'en parle avec un peu de recul et alors, je dis pas que j'aurai pas encore plus de recul d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans et que j'en parlerai pas encore un peu différemment, mais disons que c'est la première fois que j'en parle depuis un endroit qui est apaisé. Voilà, il y a encore des choses qui sont pas... comment dire, qui sont encore sensibles parce que quand on a fait un burn-out, on se remet pas comme ça et j'ai toujours un peu peur à des moments de flancher. Donc je suis très attentive à ma santé physique et mentale dans le processus. Mais je suis depuis un endroit apaisé. C'est-à-dire que là, je fais cette vidéo depuis un endroit de vraie générosité et d'amour, en fait, j'ai envie de partager ces sujets-là. Je me sens pas dans l'obligation d'en parler. Personne ne m'en parle plus, hein. Je pense qu'il y a même des gens qui vont regarder cette vidéo qui vont dire mais de quoi elle parle, il se passait quoi là en fait dans sa vie. Donc voilà, donc je sais que ça va être comme ça pour beaucoup de gens, mais voilà, bref, cette intro est déjà très longue, mais moi ça me faisait du bien qu'elle le soit, donc je m'autorise qu'elle soit longue, tant pis, hein. De toute façon c'est pas comme si je savais faire des TikTok, hein. À un moment donné, les formats courts c'est quand même pas mon truc préféré quoi. Je vous fais juste un résumé global de ma carrière en tant que coach. Je suis coach de vie certifiée. J'ai fait ma certification en 2019, mais je suis coach de vie depuis 2017. J'ai fait une autre certification en 2021, une certification européenne. La première certification que j'avais faite, elle était américaine, dans une école qui s'appelle The Life Coach School, tenue par Brooke Castillo, qui est une de mes mentors, qui a été une de mes mentors et des figures qui m'a beaucoup inspirée dans mon métier dans mes débuts de carrière. Et je me suis ensuite formée à un institut de coaching qui s'appelle Easy Coach, qui est l'institut, International Coaching Institute, je crois, pour ICI Coach, qui est en Suisse, mais aussi en France, et qui a surtout le bénéfice de pouvoir être certifié ICF, donc être reconnu en Europe. Si vous ne connaissez pas la certification ICF, c'est pas grave. C'est en gros le problème du métier de coach, et on va s'en parler, ça va être l'un des sujets dont on va se parler, c'est que c'est un métier qui n'est pas encadré. La preuve, moi j'ai commencé à faire ce métier, j'étais pas formée, donc c'est tout à fait possible et légal en France de faire ça, et ça amène à plein de dérives dont on va peut-être un peu parler, même si c'est pas l'objet de la vidéo, on va dire. Mais ça peut amener à plein de dérives, c'est un problème, c'est un sujet. Et du coup, y a une espèce de régulation qui essaye de se faire en Europe par la certification ICF, qui pour l'instant n'a pas de valeur particulière en France, etc. Mais vous, si vous cherchez un coach, regardez si sa formation est certifiée ICF, c'est pas mal, parce que ICF va s'assurer que c'est une association en fait qui va s'assurer que les coachs, ils savent rediriger quelqu'un si jamais il est en dépression vers un psy, qu'ils savent tenir l'espace et ne pas être dans le conseil, voilà, ils savent tenir un cadre, qu'ils savent ne pas mettre les gens en danger, qu'ils savent les faire avancer vers des objectifs, qu'ils savent faire leur métier et qu'ils ont au moins les grandes étapes, quoi. Donc c'est quand même une certif, voilà, qui s'assure que le cadre du métier est un petit peu là, même si ça veut pas dire que parce que vous n'êtes pas formé dans une formation certifiée ICF que vous n'êtes pas un bon coach. Moi j'ai trouvé que la formation que j'avais fait avec Brooke Castillo était finalement de meilleure qualité que ce que j'ai pu faire chez Easy Coach. Désolé Easy Coach si vous passez par là. Où Easy Coach était très brouillon, il y avait beaucoup de choses. On a vraiment l'impression que justement on essayait d'acheter une légitimité en nous apprenant beaucoup de trucs, alors que les basiques de comment tenir l'espace et comment servir au mieux un client qui vient pour avoir des objectifs, en fait je l'avais vraiment bien appris dans l'école de Brooke Castillo.
Voilà, c'est des formations qui sont souvent chères, bon, voilà. Donc je suis coach depuis 2017, certifiée depuis 2019, recertifiée depuis 2021, et j'ai commencé l'entrepreneuriat, je pense, aux alentours de 2014-2015, sur les réseaux sociaux, essayer de faire quelques partenariats par-ci, par-là. Ça rapportait pas beaucoup d'argent, un peu de publicité sur YouTube, vous savez, la publicité avant les vidéos. Pareil, ça rapportait pas assez d'argent en tout cas pour en vivre, mais c'était un complément de salaire. À l'époque, j'étais chercheuse en astrophysique, j'ai aussi fait un peu de développement web et d'informatique et de data science à l'époque dans une boîte. Donc j'ai fait de la recherche, puis après je suis revenue dans l'industrie, puis après je suis retournée dans la recherche. Bref, tout ça, ça a duré quelques années. J'avais soutenu ma thèse en 2014, donc ça a duré de 2014 à 2018-19 que j'arrive à vivre de mon coaching. Donc j'ai commencé à coacher des gens pendant que j'étais encore chercheuse. Donc je travaillais le soir et les week-ends. Je prenais des personnes en individuel. Si vous passez par là, les premières personnes que j'ai accompagnées, merci pour votre confiance et je vous fais un coucou. Je pense qu'aujourd'hui, je suis meilleure que ce que j'étais ces années-là, mais voilà, alors je m'étais pas encore faite certifiée, mais ça veut pas dire que je m'étais pas formée. J'ai dit tout à l'heure que j'étais pas formée, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que je m'étais formée au métier, mais j'étais pas certifiée. Ça veut dire que personne n'avait supervisé ma formation. C'est-à-dire que personne n'avait vérifié que j'avais en fait acquis ce qu'on m'avait enseigné. Ce qui est pas cool. Franchement, c'est pas ouf. Je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait à l'époque parce que j'étais passionnée et parce que j'avais l'impression, et je pense que c'est vrai, que je faisais plus de bien que de mal. C'est-à-dire que les personnes que j'ai accompagnées, ça les a aidées, quoi. Et voilà, c'était un soutien dans tous les cas. Et je m'opposais pas, évidemment, à un psy ou quoi, évidemment, et ça se remplace pas. C'est des métiers qui se remplacent pas. J'ai pas fait d'introduction sur qu'est-ce que c'est que le métier de coach, qu'est-ce que c'est que le métier de psy, quelle est la différence. Je ferai sûrement une vidéo à ce sujet à un moment donné, les différents métiers de l'accompagnement, qu'est-ce qui existe, c'est quoi la différence, un psychopraticien, un psychothérapeute, un psychologue, un psychiatre, un coach, un mentor, un expert, tous ces métiers-là. Je pense que je finirai par faire une vidéo sur cette chaîne à ce sujet. Dites-moi si ça vous intéresse. Là, j'ai pas plus défini que ça aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie de parler plutôt de mon parcours entrepreneurial et pas tellement d'informer sur ces métiers, ces différents métiers. Mais voilà, je pense rétrospectivement que j'étais pas la coach la plus puissante de la Terre, mais que j'étais pas une mauvaise coach dans le sens où je savais tenir l'espace et je savais ne pas être dans le conseil et aider la personne vers ses objectifs, et de pas être dans la projection et de donner mes idées plutôt que d'aider la personne vraiment et d'être en écoute active et de l'aider à résoudre ses problèmes à elle. Donc voilà, je pense que c'était pas si mal, mais j'ai bien fait de me faire former chez Brock après. Et j'ai commencé à vivre de mon activité en 2018, fin 2018 je crois, et du coup j'ai quitté la recherche et j'ai commencé à être pleinement à mon compte. Au début je vivotais, c'était pas la folie, je gagnais 1500 € par mois, une fois que j'avais enlevé toutes les charges, etc. C'était un peu juste, mais je m'en sortais. 2019, ça a commencé à aller un peu mieux, j'ai pu me verser pour la première fois un salaire à proprement parler en mai je crois 2019, je m'en souviens très bien, ça m'avait marqué, quoi, le fait de pouvoir vraiment me verser un salaire. J'ai monté une société à ce moment-là et j'ai fait mon premier chiffre d'affaires assez correct. Je crois que c'était en 2018, j'avais fait 70 000 €, je crois. 2019, pareil, je vous parle de chiffre d'affaires, donc c'est pas ce qu'il y a dans ma poche. Ça aussi, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Franchement, la différence entre le chiffre d'affaires, ce que vous avez dans la poche, les différents... Pareil, si ça vous intéresse, que je vous fasse des vidéos sur l'entrepreneuriat, en fait, vous allez voir que la majorité de ce qui m'arrivait, c'est parce que j'avais pas les compétences et j'ai appris sur le tas et j'ai fait des erreurs, quoi. Donc j'ai appris. Donc j'ai pas mal de trucs à transmettre, en vrai, de cette expérience-là. Et donc j'ai fait 70 000, je crois, en 2018, quasiment 300 000 en 2019, 270 000, je crois, un truc comme ça. Et j'ai fait 1 million de chiffre d'affaires en 2020. Et un tout petit peu moins en 2021, parce qu'entre les deux, j'ai fait un burn-out, on va s'en parler. Voilà, donc c'est une entreprise qui a décollé très très vite. J'ai commencé toute seule, assez vite, il y a Claudia qui m'a rejoint en tant qu'assistante, et puis après, une première coach, une deuxième coach, puis après j'ai changé d'assistante, enfin bref, on s'est retrouvés, il y avait des personnes qui m'aidaient sur le marketing, il y avait des personnes qui m'aidaient sur les montages et vidéos, on s'est retrouvés à être une équipe d'une vingtaine, c'était des freelances, c'était pas des personnes salariées. Au début, c'était des freelances parce que je savais pas pendant combien de temps j'en aurais besoin, etc. Et je savais pas si ça a été une activité qui était pérenne.
voilà, ça démarrait, et puis il me fallait des cœurs de métier maintenant, puis j'avais pas les statuts pour pouvoir embaucher de toute façon, et la question se posait pas encore, et voilà. Et après, il s'est passé 1 an, et après 1 an, je me suis dit, ok, il y a des métiers qui vont rester, est-ce qu'on peut salarier? Et du coup, j'ai commencé à en parler à l'intérieur de l'entreprise, aux filles, c'était que des nanas, et globalement, c'était plutôt un non, enfin les gens voulaient pas, ils aimaient bien le fait d'être freelance. Avoir une entreprise qui explose aussi vite, ça m'a posé tout un tas de questions. Je me suis fait aider, je me suis fait coacher assez vite, je me suis dit ok, là j'ai besoin d'un coach en business parce que moi j'y connais que dalle, et je veux pas faire d'erreur, quoi, je veux déléguer correctement. Un des premiers trucs qui a été dur, ça a été d'apprendre à déléguer vraiment, et j'ai pas fait l'erreur de pas déléguer ou de vouloir tout garder. C'est pas pour ça que j'ai fait un burn-out du coup, parce que j'ai vraiment délégué, et j'ai réussi à déléguer pas juste des tâches, mais vraiment des résultats, c'est-à-dire de l'idée des personnes, et de leur dire voilà, on a besoin d'avoir tel résultat dans tel domaine, et je te fais confiance. Pardon, je vais essayer de régler ce micro qui bouge, que ça m'énerve, voilà. Et je te fais confiance pour aller vers ce résultat, et je te donne les moyens de te former. Donc j'avais des personnes, voilà, comme ça, qui se formaient au marketing, à la vente et tout, en interne, et qui avaient des responsabilités. Et c'était pas genre moi qui suis derrière et qui vérifie chacun de tes faits et gestes. J'étais vraiment pas dans ce délire-là, en me disant, bon, ce sera pas aussi bien que si c'est moi qui l'avais fait parce que j'ai l'habitude, parce que je connais, parce que je fais ce métier déjà depuis longtemps, ou ce genre de truc, mais de me dire, bah en fait, il vaut mieux que ça soit fait, plutôt que ça soit moi qui le fasse, parce que j'ai plus l'énergie, et que l'entreprise grandit, et que voilà, il faut que je délègue. Donc je me suis fait coacher par plusieurs coachs business, que je vais pas énumérer là, mais globalement, je me suis retrouvée dans cette situation où en fait, je connaissais tellement pas que je me suis dit, ok, il faut que je fasse confiance à des gens qui l'ont fait avant moi. Et j'étais aussi happée par ce truc de putain, mais c'est génial, on est en train d'aider des gens, et ça explose, et c'est trop bien. Enfin, je veux dire, il y a un truc un peu grisant de se dire, waouh, les personnes nous font des retours incroyables. Moi, j'ai principalement eu un programme sur l'alimentation, le rapport au corps, etc., la perte de poids. Ça s'appelait Point Final. Alors au début, ça s'appelait pas Point Final, ça avait pas de nom. J'avais juste appelé ça le groupe parce que c'était un programme de groupe. Mais voilà, c'était un programme qui était assez onéreux, qui coûtait 4 000 euros. Il a coûté jusqu'à 6 000 euros quand il durait 6 mois, mais sur sa forme, on va dire, aboutie, où on avait vraiment testé, amélioré l'accompagnement, etc., il coûtait 4 000 euros pour 4 mois. Donc c'est une grosse somme d'argent, pour la plupart des gens, c'est une grosse somme d'argent. Et voilà, et c'était une façon de coacher, donc le fait de faire ce qu'on appelle du coaching, soit du coaching high ticket, soit du coaching haut de gamme, soit appelez ça comme vous voulez, mais c'est en gros des programmes où la promesse elle est au résultat et pas au temps passé, quoi. C'est vraiment genre, on t'emmène de ce point-là à ce point-là, on t'engage sur un résultat, et c'est généralement une grosse somme d'argent. Et voilà, c'est pas décompté à l'heure, quoi. C'est pas genre, c'est 10 séances pour je sais pas combien. Actuellement, au format à la séance, un coaching, c'est une séance de coaching, c'est de 150 à partir de 150 euros, je dirais 120 euros peut-être sur un coach qui débute, à 180, et après ça peut aller très haut, hein, ça peut être plusieurs centaines d'euros, voire milliers d'euros de l'heure de coaching, en fonction de la nature du coach et du domaine dans lequel c'est. Donc le marché, c'est ça. Après, c'est discutable, on peut en parler, on peut dire, oh mon Dieu, c'est pas accessible. Certes, mais c'est ça le marché, actuellement. Et donc, moi, à ce moment-là, je fais ça. Je fais ça pourquoi ? Pas parce que je me suis dit, tiens, c'est la meilleure façon de faire, mais plutôt parce que c'est ce que mes mentors font. Je pense à Brooke Castillo et je pense aux coachs français qui m'ont accompagnée à ce moment-là. C'est la façon dont on fait le coaching à ce moment-là. Et moi, au début, je suis là, il y a quand même une part de moi qui est un peu genre, bon, je sais pas si j'ai envie de proposer des produits si chers, et moi, je sais même pas que c'était possible. Après, moi, j'avais déjà pris, à titre personnel, des coachings aussi chers que ça. Mais je vous rappelle que j'étais chercheuse, et ensuite, j'étais, data scientist, donc j'étais aussi cadre, donc je gagnais bien ma vie. J'ai déjà acheté des coachings à 3 000, 4 000, 5 000, voilà, plusieurs milliers d'euros sans aucun souci, mais ça représentait pas, enfin j'étais pas au SMIC, quoi, j'étais quand même dans un niveau social élevé, quoi. Et donc bref, je le questionne, mais pas trop. Il y a des personnes qui me disent que c'est cher, que voilà, que c'est abusé. Il y a tout un tas de critiques. À ce moment-là, en plus, c'est le moment de l'explosion du coaching. J'en ai fait partie et j'y ai contribué. J'ai contribué à ces dérives, d'ailleurs sans le vouloir, mais n'empêche que j'en ai fait partie à cette période-là. Donc je pense que dans certains domaines, c'est encore en explosion. Mais je crois que la grosse vague, elle est quand même passée. C'était surtout 2020, on va dire, l'explosion du coaching. Et je dirais un peu plus tôt aux États-Unis, 2015, 2016 aux États-Unis et 2020, 2021 en France.
en Europe, enfin bon, ça c'est mon avis au doigt mouillé, hein, j'en sais rien, j'ai pas regardé les études, tout ça là-dessus, mais voilà, c'est mon avis comme ça. Et donc je me retrouve à vendre du coaching haut de gamme et tout ça, et puis il faut que je délègue, et on est très dépendant de mon contenu. Les personnes qui découvrent le programme et tout, le découvrent par mon contenu. Parce que je fais des vidéos, parce que j'ai un podcast qui s'appelle Se Sentir Bien, qui est trop bien. Si vous écoutez ce podcast, n'hésitez pas à aller l'écouter. Il y a des podcasts depuis 2017, donc en plus vous avez un peu la traversée de tous ces épisodes dans ma vie, et c'était hyper génial. Monter cette équipe, être 20 personnes, j'avais essayé de faire un truc le plus horizontal possible, donner le plus de pouvoir de décision possible aux personnes qui étaient à l'intérieur. J'avais fait ça aussi, c'était avec l'aide de mes mentors, hein, mais je m'étais dit, ok, je veux leader les gens et pas déléguer et pas genre micromanager, donc je veux apprendre à permettre aux personnes de s'améliorer, de s'épanouir en interne. C'était hyper important pour moi que les personnes qui bossent pour moi, elles soient en raccord avec les valeurs de la boîte, la boîte étant Se Sentir Bien, SSB, qu'elles aient... Enfin, je veux dire, je faisais des entretiens avec elles où il y avait toute une série de questions où je leur posais la question, voilà, est-ce que tu te sens toujours puissante à ton job? Est-ce que t'as des trucs que t'as besoin de dire? Est-ce que y a d'autres domaines dans l'entreprise où t'aurais envie de t'investir, où tu dis que tu serais peut-être meilleur, où ça t'intéresse, mais où t'as pas les diplômes ou quoi, mais voilà. Tout un tas de questions comme ça pour m'intéresser au bien-être de la personne. Pour moi, c'était hyper important que les gens soient pas emprisonnés au travail. Et en fait, c'était un truc à la base auquel j'étais hyper frileuse, le fait de déléguer et d'avoir des personnes qui bossent pour moi, parce que il y a quelque chose qui, je pense, je vais pas vous l'apprendre, mais quoi que je me dis, il y a peut-être des personnes qui sont pas trop sensibles à ça, de par leur milieu social ou quoi, mais moi j'étais sensible au fait que en France, et dans le monde en fait, actuellement, on est dans un système qui est capitaliste, ce qui veut dire que, entre autres, les patrons sont propriétaires des moyens de production. C'est-à-dire que, en fait, les employés donnent de leur temps pour enrichir le patron. Et moi, j'ai un gros problème avec ça, en fait. J'ai un gros problème avec le fait de dire à des gens de 8h à 19h ou même de 9h à 17h, ton temps m'appartient. Enfin, je peux pas faire ça, en fait. Genre, je peux pas faire ça à qui que ce soit, en fait. Même quelqu'un que j'aime pas, enfin, je peux pas faire ça. Et c'est aussi ça qui faisait que le salariat, on s'était posé la question et tout, et que les personnes avec qui je travaillais, elles étaient à l'aise avec le freelancing. Moi, assez vite, en fait, plus, parce que je vois aussi que le salariat, il aide, enfin, il permet de sécuriser les personnes qui travaillent pour toi et tout, mais bon, à ce moment-là, c'était une co-création, c'est-à-dire qu'en fait, vraiment, j'en discutais activement avec les personnes qui travaillaient pour moi, donc c'était de la co-création, on était tout en train d'apprendre à faire ça et de bosser ensemble sur ce genre de décision. Et donc j'avais un problème avec ça, et du coup pour moi c'était super important qu'elle soit payée vraiment très bien, et qu'il y ait une partie des richesses proposées par l'entreprise qui était redistribuée en fait, un peu comme si les personnes étaient actionnaires. Sauf que ça a créé un truc, je sais pas si je vous parle chinois, et je suis désolée si c'est le cas, n'hésitez pas à me poser des questions, je répondrai, je ferai peut-être une FAQ en suivant de cette vidéo. Et vraiment, je l'ai pas dit en début, j'ai oublié de dire ça dans l'intro, mais je vais dire plein de choses, je suis sûre qu'il y a des gens qui pourraient attraper ma veste sur plein de phrases de ce que je vais dire là. Vraiment, vraiment, je m'en remets à votre bonne foi d'essayer de comprendre le propos global et de pas aller m'attaquer sur des phrases, sur des mots, ou supposer ou projeter des trucs sur moi. Posez-moi la question, je suis ouverte au sujet. Je me remets en question tout le temps, H24, toute ma vie j'ai fait ça, c'est pas nouveau, ma chaîne en est la preuve. Donc je sais me remettre en question. Si vous pointez du doigt des choses qui vont me faire réfléchir, je serais ravie d'y réfléchir. Mais s'il vous plaît, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça me rend dingue, et je sais que moi j'ai à bosser là-dessus, mais je mets un effort vraiment considérable à essayer de bien m'exprimer et tout, et je sais que quand ça arrive, ça me saoule en fait. Donc vous n'y êtes pour rien si vous comprenez pas ce que je dis et que je m'exprime mal, donc n'hésitez pas à me poser des questions en fait. Et comprenez aussi qu'on vient peut-être pas du même milieu, qu'on n'a pas la même histoire, qu'il y a des trucs que je vous dis qui sont très certainement plein de mes privilèges et qui transparaissent et qui transpirent mon milieu social, et bah oui, en fait, je viens de là où je viens. Et je vais pas m'excuser pour ça, en fait. Donc à ce moment-là, je sais plus ce que je disais, voilà, je me suis un peu embourbée dans mon truc, mais j'essaye à ce moment-là de faire un truc un peu le plus horizontal possible où les personnes prennent part. Et en fait, ce que je n'avais pas vu, et parce que je n'avais pas l'expérience, c'est que si les structures des entreprises sont, j'allais dire sociétés, parce que c'est en anglais, mais en français on dit entreprises, sont pyramidales,
c'est aussi pour une raison, et notamment le fait que finalement, les personnes qui bossaient pour moi se sont investies comme si c'était leur entreprise. Sauf que ça l'était pas, en fait. Légalement, ça l'était pas. Du coup, ce sont des personnes qui se sont surinvesties, et si vous passez par là, les filles, vraiment, merci pour votre énergie. Et à aucun moment, j'ai voulu que ça soit comme ça, en fait. Je me suis pas dit... En fait, moi, je me suis dit, à ce moment-là, j'ai envie que les personnes aient de la joie à bosser là. Donc, je veux faire tout mon possible pour que on s'écoute, pour que... Enfin, on a fait des cercles de parole, on a fait des partages authentiques. Enfin, je pense que jamais vous aurez vu ça dans une boîte, en fait. Et les filles, quand elles y étaient, c'est ce qu'elles me disaient tous les jours. Et c'était un bonheur pour moi de savoir que c'était comme ça. Mais ça a l'envers de la médaille, en fait. Et l'envers de la médaille, c'est qu'elles se sont surinvesties dans un truc qui n'était pas leur boîte, et que, est arrivé ce qui est arrivé, du jour au lendemain, elles ont perdu leur job, le jour où moi j'ai fait un burn-out, en fait. Et le jour où on était en train d'aller dans le mur, parce que je manquais d'expérience, et que j'ai pris des décisions dans l'entreprise qui n'étaient pas les bonnes. Comme, par exemple, payer les gens beaucoup trop. En fait, je me suis pas rendu compte qu'en payant une personne presque le double de ce que c'est sur le marché, je veux dire, il y a des nanas qui étaient payées 4 000, 6 000 euros par mois. Je balance ces prix juste pour que vous vous rendiez compte de quoi je parle. Parce que la boîte avait les moyens, en fait, à ce moment-là, en tout cas dans ma perception. Mais j'avais pas encore compris exactement comment ça marche. Et j'avais pas compris que j'étais en train d'aller dans le mur encore, parce que c'était nouveau. Et puis, je sais pas si vous vous rendez compte, mais passer de 70 000 euros sur une année, 250 000, 300 000 sur une année suivante, 1 million sur l'année suivante, c'est juste un x3 tous les ans. Je sais pas si vous vous rendez compte, et j'avais fait 30 000 la toute première année. Donc, en fait, c'est fou, c'est fou, et moi je suis chercheuse en astrophysique, hein. Ma formation initiale c'est la fac, je veux dire j'ai un doctorat en astro, je suis pas marketeuse, j'ai pas fait d'école de commerce, c'est pas mon métier en fait, et donc j'ai vraiment appris sur le tas, et j'ai essayé de faire un truc éthique, alors c'était la merde. Parce que j'étais pas à l'aise avec le côté pyramidal, avec le côté je te dis quoi faire de ton temps, je voulais que tout le monde s'implique, qu'on choisisse les valeurs ensemble, qu'on fasse évoluer le truc, et total, en fait elles se sont surinvesties, et quand moi j'ai craqué et que j'ai dit mais en fait j'arrête les filles, parce que au final, qui est-ce qui prend les risques financiers? C'est moi. Qui est-ce qui va dans le mur? C'est moi, pas vous. Et en fait, comme elles n'ont pas les mêmes risques que moi, elles ne peuvent pas prendre les décisions. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on ne peut pas prendre collectivement des décisions quand on n'est pas tous impliqués financièrement. Et du coup, voilà, j'ai fait un ensemble de mauvais choix. Je pense que les mauvais choix, c'était au niveau de comment j'ai payé les gens, du fait de mettre sur des postes des personnes qui étaient motivées, qui avaient envie d'apprendre et qui savaient se sortir les doigts, plutôt que de mettre des gens qui étaient déjà compétents. Ça fait que la boîte, elle a perdu énormément d'argent à former des personnes et à faire de l'essai-erreur. Et pendant ce temps, moi, je trimais derrière à faire beaucoup de vidéos, notamment dans tout ce qui est le domaine du marketing, où en fait, j'avais zéro compétence, et du coup, je faisais des vidéos, puis en fait, j'en pouvais plus. Et en fait, c'est fou parce que j'avais hyper bien délégué, mais j'étais quand même dans ce truc j'avais une charge mentale monumentale. J'avais des décisions de malade à prendre sur des trucs que j'avais jamais entendu parler. Et en fait, c'était énormément de pression. Énormément de pression. Puis au bout d'un moment, j'avais ce truc de putain, mais j'ai une équipe de 20 personnes, elles vivent grâce à moi. Si jamais je craque, qu'est-ce qui se passe, quoi? Il y en avait qui avaient des enfants. Ce qui a amené au burn-out, donc il y avait ce truc-là, donc toute cette pression. Donc là, on est en 2020, 2021, début 2021. Et je commence à, évidemment, créer des jalousies sur les réseaux sociaux. Il y a des gens, ça leur plaît pas trop que Esther, elle fait son programme sur l'alimentation, puis il y a des gens qui commencent à me critiquer. Oui, elle est grossophobe, hein, genre, mec, si t'as juste regardé 2 secondes un peu mon contenu avec un petit peu d'honnêteté intellectuelle, tu te rends vite compte que je suis tout sauf grossophobe. Bref, c'est pas grave, mais voilà, je suis grossophobe, j'encourage, je me fais de l'argent sur le dos de la santé mentale des gens. Alors ça, c'était la réputation globale des coachs, et on va se parler un petit peu de ça, du marketing d'influence, pas du marketing d'influence, mais du marketing, du coaching, du business coach. Je pense plutôt en fin de vidéo, je termine un petit peu mon récit et mon expérience perso, mais on va s'en parler. Et du coup, j'ai commencé à avoir des critiques. Il y avait l'explosion des questions de l'alimentation intuitive, qui en fait était déjà inclus dans ce que je disais finalement. Mais voilà, j'ai commencé à avoir des personnes qui ont réagi sur mes vidéos, qui ont commencé à descendre mon travail. Il y a eu la partie un peu harcèlement que j'ai eue pendant le confinement en 2020, qui m'a aussi pas mal impactée. J'avais fait une vidéo 1 an après, où je vous parlais de cet épisode-là. Je vous la remettrai ici, si vous l'aviez pas vu. Donc tout ça, mis bout à bout, a fait que moi je me suis remise en question. Je me suis dit, attends, s'il y a autant de personnes qui trouvent que ce que je fais, c'est pas une bonne idée, il faut peut-être que je réfléchisse un peu mieux à ce que je suis en train de faire. Et
j'avais de très bons résultats, c'est-à-dire que les personnes que j'accompagnais étaient très contentes de leur travail, ressortaient transformées. Il y a encore des gens aujourd'hui qui ont fait point final, qui m'appellent régulièrement, qui m'écrivent régulièrement et qui me disent que ça a transformé leur vie, que ça a tout changé pour eux, qui ont une gratitude infinie. Donc merci à vous d'ailleurs si vous faites partie de ces personnes-là, parce que ça m'aide, même encore aujourd'hui, d'avoir des messages comme ça, de personnes qui me disent mais moi ça m'a grave aidé en fait, parce qu'à ce moment-là j'étais dans le doute en fait, j'étais là en train de me dire mais attends, est-ce que je suis en train de contribuer à un truc qui est pas bon pour la société, est-ce que je suis en train de faire, parce que c'est pas mon but en fait, et je n'arrivais plus à réfléchir, en fait j'étais en train de me cramer, et ça c'est un truc, honnêtement aujourd'hui, je vais dire un truc qui est hyper triste, mais moi je connais personne dans mon cercle proche et des personnes que j'ai côtoyées dans l'entrepreneuriat ces dernières années, je connais personne qui a monté une boîte qui faisait 1 million sans faire de burn-out. Personne. J'aimerais que ça soit pas vrai, j'aimerais que ça soit possible autrement, mais aujourd'hui je connais personne qui n'a pas fait de burn-out en faisant 1 million dans sa vie. Donc tout ça m'a emmenée dans cette situation où à un moment donné je me suis dit ok, j'avais déjà ce truc de, il y a certaines personnes qui avaient plutôt des troubles du comportement alimentaire et qui avaient besoin d'une aide psychologique que je redirigeais. Dans mon métier en tant que coach, j'ai été formée à ça. On sait reconnaître les personnes qui ont besoin de coaching, les personnes qui ont plutôt besoin d'un soutien psychologique. Enfin, je veux dire, ça fait partie inhérente du travail que je fais. Et les coachs qui bossaient pour moi étaient certifiés aussi. Pour certaines au départ pas, puis après elles se faisaient certifier en cours de travail. Moi, je les formais en interne et on se supervisait mutuellement. Donc leur travail n'était pas encadré, elles avaient les outils, elles savaient tenir une séance de coaching. Et du coup, avec le temps, ça a fini par être trop. J'arrivais plus à réfléchir. Je savais pas si les trucs sur lesquels on m'attrapait la veste, c'était justifié ou pas. Et j'avais la sensation que non, mais en même temps, j'étais incapable de me défendre. J'étais dans un état, en fait, de fatigue chronique. Juste, vraiment, mais même juste faire la vidéo que je suis en train de faire là, mais il y a 3 ans, mais j'en aurais été incapable, en fait. Genre, c'était vraiment... Je sais pas comment dire, je fonctionnais en automatique en fait. J'en pouvais plus. En fait, j'en pouvais plus. Et en plus de ça, à force de vouloir bien payer les gens, de développer les équipes, de laisser des responsabilités, parce que j'avais laissé des responsabilités aux équipes, aux chefs d'équipe d'embaucher autant qu'elles voulaient, Enfin bon, bref, ça n'allait pas. Franchement, j'ai pris des décisions de merde, ça n'allait pas. Et du coup, en fait, là, j'ai fait mes calculs et je me disais, en fait, on est en train de couler la boîte. Moi, je suis en train de me cramer, alors qu'il n'y a pas de raison. Donc là, il faut que on soit plus stratégique, qu'on simplifie, Puis moi, j'ai besoin de simplifier, là, j'en peux plus, en fait. Et du coup, en 2021, j'ai décidé de fermer le programme Point Final. C'était une décision hyper difficile parce que c'était aussi le programme qui rapportait le plus d'argent. Hein, donc en faisant ça, j'ai juste divisé par 10 mon chiffre d'affaires. Et du coup, ça a fait tout un truc aussi d'un point de vue au niveau de l'équipe. Enfin, trahison, évidemment que les filles, elles se sont senties trahies. Elles s'étaient investies comme si c'était leur propre boîte. Le modèle, il était fucké dès le départ, en fait. La façon dont j'ai voulu gérer le truc... Alors, c'était pas avec des mauvaises intentions, évidemment. Je voulais un truc le plus horizontal possible, je voulais que les filles puissent s'impliquer, je voulais qu'elles soient super bien payées, je voulais qu'elles aient des conditions de travail de ouf malade. Mais ça a aussi fait que c'était leur bébé, en fait. Et que moi, un jour, j'ai dit, en fait, non, les filles, c'est mon bébé. Donc, en fait, on arrête là. Et je prends une décision unilatérale. Donc c'était une trahison de malade, en fait, pour beaucoup d'entre elles. Et je le comprends, et c'est normal, en fait. Imaginez, mettez-vous à leur place. Sauf que bon, la réalité, c'est qu'elles, aujourd'hui, elles ont tout un boulot, et que moi, derrière, il a fallu que je remonte la boîte, il a fallu que je récupère physiquement. Je me suis endettée Enfin, j'ai endetté, c'est SSB, hein, c'est pas moi à titre personnel, mais SSB a endetté de 60 000 €, mais en fait, un peu plus, presque 100 000 €. Que je rembourse et tout. Alors, quand tu fais 1 million de chiffre d'affaires, 100 000 €, ça va, mais quand tu fais plus que 100 000 € de chiffre d'affaires par an, cet endettement, il me coûte beaucoup tous les mois. Et c'est très dur, voilà, psychologiquement et tout, puis c'est une sensation d'échec que je vous décris même pas, enfin, voilà, qu'est-ce que j'ai foiré, à quel moment je me suis gourée, et en même temps, aujourd'hui, je suis quand même vachement apaisée avec ça, à me dire, mais meuf, en fait, t'as juste monté une boîte qui a fait x3 tous les ans, t'avais jamais fait ça de ta vie, t'as amené une boîte à 1 million en 4 ans, évidemment, t'as fait un burn-out, évidemment que t'as pris des décisions de merde, évidemment que t'es allé dans le mur, quoi, enfin... C'est pas grave en fait, et j'ai une chance incroyable d'avoir un cercle proche de personnes qui sont en or. J'ai eu la chance incroyable que j'avais une psy à cette époque-là, et que j'ai toujours, qui m'a énormément soutenue, et que
Je pense que j'ai une certaine force aussi de base face à la prise de risque, sinon c'est un peu les avantages du TDAH, ça, sinon j'aurais jamais pris les risques que j'ai pris et monté la boîte que j'ai montée à la base. Et aujourd'hui j'essaye juste de me dire, en fait j'ai fait de mon mieux à chaque instant du processus. Et voilà. Et donc j'ai remis les choses à plat. Je me suis dit, ok meuf, va faire de la psycho en fait, parce que effectivement il y a des trucs où le coaching c'est à la limite sur les questions sur lesquelles t'accompagnes. Donc forme-toi. Plutôt que de rediriger vers d'autres professionnels, forme-toi toi-même. Donc j'ai fait une formation de thérapeute IFS parce que c'est un type de thérapie qui est particulièrement adapté aux personnes qui ont des problématiques de relation à la nourriture, dans la mesure où en fait à la base, Richard Schwartz, qui a développé ce modèle-là, il a accompagné des personnes qui souffraient de boulimie. Et c'est comme ça qu'il a découvert cette méthode. Enfin bref, j'en parlerai peut-être pareil dans une autre vidéo, c'est pas l'objet aujourd'hui, et je me connais, je pourrais développer, parce que je suis passionnée de ce truc, donc je pourrais développer et tout, mais je veux pas le faire là. Mais voilà, c'est un type de thérapie en tout cas qui me parle, je me suis fait certifier à cette thérapie, enfin, j'ai mon niveau 1, je crois qu'on peut pas dire certifié tant que t'as pas le niveau 2 et un certain nombre d'heures de pratique, le mot certifié, mais voilà, j'ai mon niveau 1 de la formation officielle, etc., IFS. Il faut que je me mette dans l'annuaire d'ailleurs de l'asso, sur le site de l'asso, mais j'ai toujours pas fait, il faut que je remplisse le doc. Bref. Et je suis en licence de psycho, je suis en 2e année là actuellement, et voilà, j'ai écrit mon bouquin entre-temps, il est sorti aux éditions Erol, je vous le montre ici. Voilà, ce livre, il avait commencé à être écrit avant mon burn-out, c'est pour ça qu'il y en a qui m'ont dit « Mais t'es sûre que t'as fait un burn-out ? Parce que quand même, l'année de ton burn-out, t'as publié un livre, enfin l'année d'après. » Oui, parce qu'en fait, la majorité a été écrite avant. Je l'ai tout réécrit, je l'ai tout rechapitré et reformulé, etc. En début 2022, et j'ai mis les références à jour et du coup changé certains des propos, ou nuancé, pas vraiment changé, mais nuancé certains des propos avec les références bibliographiques qui étaient sorties entre temps. Mais voilà, donc j'ai sorti ce bouquin. Et bref, j'ai pris le recul qu'il fallait que je prenne pour savoir si ce que je faisais c'était de la merde. Et en fait, je me rends compte que, non. En fait, c'est très dur à dire parce que si je dis des choses comme ça, j'ai l'impression que ça fait très prétentieux, mais en fait, à un moment donné, tant pis, je pense que je suis une très bonne coach. Je pense que je fais très bien mon métier et que j'accompagne du mieux que je peux les personnes que j'accompagne. Je suis supervisée, je suis dans un groupe de supervision avec des personnes qui aident enfin c'est des psys et des coachs qui aident des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire partout dans le monde. Et je continue à me former et en fait, oui, il y a des choses que j'ai nuancées dans mon travail, dans ma compréhension du rapport à l'alimentation, j'ai rajouté des choses. Mais en fait, fondamentalement, il n'y a pas des trucs où je me dis « Mon Dieu, mais là, j'ai dit n'importe quoi ». Je pense que le truc où j'ai dit n'importe quoi, que je regrette... Je regrette pas grand-chose, en fait, dans ma vie, mais où je me dis « Ok, ça, c'était une erreur », c'est le marketing que j'ai fait. Et je le sentais. À l'époque, je le sentais, et c'est là qu'on va aller sur la partie dérive du coaching, marketing, etc. En fait, là où j'ai fait une erreur, c'est que moi, j'ai toujours accompagné les personnes en mode écoute, le poids, ce sera peut-être un problème pour toi toute ta vie, mais l'important, c'est que tu sois apaisé avec l'alimentation. Le but, c'est pas de maigrir absolument. Tout ça, c'est de la grossophobie internalisée. Bossons là-dessus, bossons sur les injonctions. L'important, c'est que tu sois bien dans ton corps, que tu écoutes tes sensations de faim et de satiété, nanani, nanana. Bref, si vous avez été dans Point Final, vous savez exactement de quoi je parle. On parle d'une alimentation que tu peux garder pour le reste de ta vie. On bannit les mentalités de régime, etc., etc. Et parce qu'on a cette conscience que effectivement les régimes c'est voué à l'échec, que tu reprends du poids, que tout ça, et que le but c'est d'aider les personnes à juste être bien dans son identité, vivre ses émotions, les traverser, pouvoir mettre des limites et apaiser de manière générale leur état émotionnel qui fait qu'elles n'ont pas besoin de la nourriture pour compenser, et dans beaucoup de cas ça leur permet de ne pas être en surpoids ou en obésité s'il n'y a pas de pathologie physique par ailleurs ou mentale, donc de troubles du comportement alimentaire. Et développer encore plus loin. Parce qu'en réalité, on peut discuter sur est-ce que les personnes qui ont des compulsions alimentaires sont dans des troubles. En fait, dans la mesure où on définit un trouble à partir de caractéristiques... Enfin, je sais pas si j'ai envie de rentrer là-dedans, mais j'en ai parlé dans ma vidéo sur le TDAH, ma première vidéo sur le TDAH, sur le fait que c'est pas parce qu'il y a un trouble qui a un nom, etc., que c'est gravé dans le marbre et que c'est très bien délimité. Enfin, tout ça, c'est fluctuant. L'important, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière et de comprendre où est-ce qu'on en est. Et de quoi on a besoin. Est-ce qu'on a besoin plutôt d'être coaché? Est-ce qu'on a besoin plutôt de thérapie?
Pareil, dans la vidéo où je vous parlerai des différents métiers, je vous expliquerai la différence. Et dans quel cas ça s'applique, dans quel cas ça s'applique pas, dans quel cas c'est l'un, dans quel cas c'est l'autre. Mais qu'est-ce que j'étais en train de dire ? J'étais en train de dire que fondamentalement, le problème que j'ai avec la façon dont je travaille à l'époque, et finalement je pense qu'au final c'est beaucoup plus ça qu'on m'a reproché sans que je l'ai compris à ce moment-là, mais c'est le marketing en lui-même qui était donc avec le nom point final, qui était en mode ce problème sera résolu pour le reste de ta vie, etc. auquel je croyais pas vraiment, mais en fait il y a un truc, enfin j'y croyais pas vraiment, c'est-à-dire je crois que tu peux être apaisé pour le reste de ta vie, oui, mais est-ce que tu peux faire une promesse pareille ? Mais non, mais personne peut faire une promesse pareille. Mais même même un médecin qui te fait une chirurgie bariatrique, il peut pas te promettre que tu vas rester mince pour le reste de ta vie. Enfin, c'est pas une promesse qui dépend de la personne qui accompagne ou du soignant ou de la personne aidante. Enfin, c'est complètement con en fait. Mais dans les endroits où j'étais mentorée, où je me suis formée donc au marketing et tout, c'est ce qu'on t'apprend en fait. Les techniques de marketing, c'est ça. C'est tu dois faire une promesse faut être ballsy quoi. Faut y aller, machin. Et en fait, il y avait un endroit de moi où je sentais que c'était pas tout à fait juste. Et en même temps, j'étais là, écoute, meuf, n'aie pas peur du marketing, n'aie pas peur de l'argent, parce que je savais aussi moi, par ailleurs, je travaillais sur mes bails aussi à moi. Ça a été super dur de gagner beaucoup d'argent. Enfin, quand je dis ça, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont dire, mais mon Dieu, la pauvre privilégiée. En fait, c'est super dur. Moi, je viens d'un milieu... J'ai déjà fait des vidéos sur le transfuge de classe et tout, mais je viens d'un milieu où moi, j'ai grandi en HLM dans une famille monoparentale avec une maman artisan-commerçant. Juste ça, déjà, je pense que ça vous dit quelque chose de mon milieu social d'origine. Devenir riche, dans ma tête, c'était, si je deviens riche, je vais devenir une connasse. D'où aussi le fait de dilapider l'argent, de donner beaucoup aux personnes qui bossent pour moi, en mode, oulala, faites disparaître cet argent que je ne saurais voir. Enfin, il y a vraiment ce truc-là. C'est comme ça que je me retrouve endettée d'ailleurs, parce que je n'aurais, si j'avais bien géré mon argent, j'aurais pu absorber le burn-out sans aucun problème. Mais j'ai pas pu, j'ai dû faire un prêt parce que j'ai pas pu. Parce qu'il a vraiment fallu que je me repose en fait, j'ai pas eu le choix. Donc moi je travaillais sur mes trucs-là et je me disais non mais n'aie pas peur du marketing. Le marketing n'est pas un gros mot. Les gens qui font du marketing, parce que le marketing à la base, ça sert à quoi ? Ça sert à permettre à des gens qui ont un besoin de rencontrer des gens qui ont un produit qui répond à leurs besoins. C'est tout, hein. Enfin, je veux dire, c'est plutôt un truc plutôt cool. Ça permet à des gens qui ont besoin d'un truc de trouver quelqu'un qui peut leur donner. Enfin, c'est quand même un super truc. Sauf que dans l'inconscient collectif, dans notre tête à nous, le marketing, c'est des techniques de manipulation, c'est nous faire acheter des trucs dont on n'a pas besoin, nous créer des besoins qu'on n'a pas, etc., etc. Et moi aussi, j'avais ces croyances-là, évidemment. Donc en fait, j'ai bossé dessus pour essayer de me dire non, mais c'est une bonne chose, le marketing, ça va permettre aux gens de me découvrir, ça va permettre aux gens de découvrir le programme. Je crois à fond en ce programme, je vois que les gens qui le font, ça leur transforme leur vie, donc c'est important que j'aille là-dedans, etc. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire des promesses, malgré moi, même si une fois que les personnes étaient dans le programme, évidemment, je leur disais non mais... Enfin, on peut pas te garantir, enfin, tu sais bien, nous, puis en plus en tant que coach, même juste dans notre métier, enfin, de toute façon, notre métier, c'est on ne garantit pas les résultats, on garantit les moyens, en fait, c'est le principe même du métier. Ça fait partie de ce qu'on dit en première séance à tout coacher, quoi. Donc voilà, et ça a amené aussi à une croyance que j'étais à fond sur il faut perdre du poids, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. J'ai jamais défendu ça et je l'ai jamais cru, en fait, que c'était mieux d'être mince, à proprement parler, et que c'était ça qu'il fallait faire, que tout le monde devrait faire ça. Et bref, du coup, ça... j'ai senti au bout d'un moment que ce marketing-là, ça n'allait pas, que je voulais le changer. Et il y avait ce truc de la somme aussi, le coaching qui était super cher. En fait, moi, j'ai aucun problème avec le fait de vendre des trucs chers à des personnes qui ont les moyens, qui ont envie. Et aujourd'hui, d'ailleurs, à la base, j'ai fermé ça, mais je suis revenue à un programme qui s'appelle Coup de main. Et il y a un programme dans mon entreprise, c'est pas du tout le seul, parce qu'il y a aussi du coaching à la séance qui est à un prix très abordable, même plus bas que le prix du marché d'ailleurs. Mais il y a aussi un programme de groupe qui est un peu haut de gamme, qui est à 2250 €. Là, il y a un groupe en cours, le prochain groupe il sera en octobre. Donc voilà, ça s'appelle Coup de main, ça s'appelle plus Point final, ça s'appelle Coup de main. C'est sensiblement les mêmes choses, parce que je n'ai pas réinventé la roue, j'ai juste ajouté des choses mes compétences et mes connaissances que j'ai depuis, parce qu'évidemment je me suis formée entre-temps, donc il y a des nouvelles choses. Et c'est un accompagnement que je délivre moi entièrement, c'est plus mes coachs et tout, c'est moi entièrement. Et c'est un groupe fermé, une dizaine de personnes que j'accompagne, et puis après, quand le groupe est fini, j'en commence un autre. Et là, c'est des personnes qui ont les moyens, en fait. Je me suis rendu compte que à l'époque où c'était plus moi du coup qui faisais les ventes, etc., qui gérait les personnes en premier appel et tout, en fait il y avait des gens, parce que j'étais Esther Taïfé et qui me suivaient depuis des années et qui croyaient à tout ce que je disais,
eh ben, ils faisaient des prêts, en fait, pour acheter mon coaching. Et bien que ça me regarde pas comment les gens gèrent leur argent et comment ils le dépensent, et que c'est pas mon problème, et que effectivement, c'est pas entièrement ma responsabilité, je n'aimais pas l'idée de contribuer à ça. Quand j'ai compris qu'il commençait à se passer ça, et que il y avait ce truc un peu de, malgré moi, de course aussi au chiffre d'affaires, parce que l'équipe était grande, donc maintenant je pouvais pas me permettre en fait d'avoir un mois qui marche pas, en fait. Fallait absolument, enfin, faut que je paye l'équipe, donc en fait, ça, plus la pression, plus le truc du marketing, où en fait je me rendais compte que quand je suivais les conseils qu'on me donnait en marketing et qu'on faisait des trucs un peu agressifs et tout, alors j'ai jamais fait des trucs ultra agressifs, hein, vous pouvez regarder, de toute façon j'ai jamais plongé dans des trucs, j'ai jamais fait du mensonge, jamais fait de la manipulation intentionnelle, vraiment hardcore et tout, j'ai jamais de toute façon fait ça, mais à mes yeux déjà, promettre qu'on allait t'aider et que ça allait définitivement changer ta vie, c'était déjà trop. En fait, ça... Il y a un truc qui a switché dans ma tête de me dire mais je veux pas contribuer à ça, enfin ça va pas en fait, moi je veux aider les gens, enfin je suis pas là pour faire de l'argent pour faire de l'argent en fait, et ça me ressemble pas, et ça a contribué à ce moment de burn-out. Et aujourd'hui je suis très emmerdée parce que je vois bien que en fait mon marketing il est à chier et qu'il faudrait que je fasse de la publicité sur les réseaux sociaux un peu plus, il faudrait voilà, que je sois un peu plus stratégique, que mes promesses elles soient plus alléchantes et tout, mais je peux pas faire ça en fait, je peux plus. J'ai fait un appel récemment avec quelqu'un qui voulait m'aider sur les questions de mes pages de vente, les améliorer et tout, dont c'est le métier, qui est un métier qui s'appelle le copywriting, et qui voulait m'aider à ça, parce que mes pages sont effectivement à chier, et je mets même pas de témoignages dessus et tout. Alors j'en ai à l'appel des témoignages, mais il y a ce truc un peu de « Ah mon Dieu, j'ai l'impression de faire de la vente de tapis et tout. » Et en fait, je me suis rendu compte à quel point le fait d'avoir eu l'impression d'aller dans des techniques aussi de levier psychologique que je connais, parce que la psychologie c'est un truc qui me passionne, et même si j'avais pas encore commencé la psycho à ce moment-là, j'étais très au courant, en fait, ça me va pas, en fait, c'est pas pour ça que je fais ce métier. Donc j'y ai cramé un peu mes ailes en suivant les conseils de personnes qui avaient un business de coaching qui fonctionnait, et j'ai fait ça, pourquoi ? Parce que je connaissais pas, et je me disais, mon Dieu, j'ai pas les compétences, il faut que je fasse confiance aux personnes qui les ont, et aux personnes qui font ce métier depuis longtemps. Et je regrette pas, dans le sens où, effectivement, j'ai appris. Sauf qu'aujourd'hui, je vois les choses tout à fait différemment. Aujourd'hui, tout ce que je veux, c'est pouvoir exercer mon métier, accompagner des personnes. Si je pouvais avoir mon agenda rempli de séances individuelles avec des gens que j'accompagne, aujourd'hui, c'est pas le cas, mais ça serait cool. C'est pas le cas parce que j'ai pas encore repris bien les réseaux sociaux et le bouche à oreille, et il y a plein de gens qui savent pas, en fait, que je coach à titre personnel, parce que pendant longtemps, du coup, c'était mon équipe, c'était pas moi. En fait, ça me va. Et avoir un programme haut de gamme pour des personnes, j'adore en fait accompagner dans un petit groupe où on prend plus de temps, où c'est hyper cosy et tout, et c'est puissant d'une manière qui est très différente, mais oui, c'est pas accessible à tout le monde financièrement, et je veux pas que ça soit la seule façon d'être accompagné par moi en fait. Je veux pas que ce soit la seule proposition que je fasse. Et je veux pas que les gens ils fassent des prêts, ou en tout cas je veux pas le savoir, et qu'ils se mettent en danger financièrement pour faire le programme d'Esther en fait. C'est pas ce que je défends. Je suis pas là pour ça en fait. Et même si ça me touche à un endroit, je vois bien qu'il y a une forme d'admiration et de vraie reconnaissance de mon travail. Et je veux dire, ça je le prends vraiment à 1000% dans mon cœur et tout. Je vous remercie vraiment de me soutenir et de la confiance que vous avez en moi, et j'essaye d'être à la hauteur de cette confiance-là, vraiment sincèrement. Ah, ça c'est le moment où je pleure. Et de bien faire mon boulot en fait, de le faire de la meilleure façon dont je suis capable à tout instant. Et je crois que c'est ça qui fait que je regrette rien, c'est qu'en fait, c'est ce que j'ai réussi à faire en fait. J'ai fait de mon mieux à chaque instant. J'ai fait des conneries, mais j'ai fait de mon mieux à chaque instant, et des fois mon mieux c'était une connerie. Voilà, c'est tout. Et donc, le message aussi que j'ai envie de donner ici, et à toutes les personnes qui sont coachs, qui sont psychopraticiens, hypnothérapeutes, tout ça, c'est d'écouter en fait votre cœur, parce que en fait en coaching, on peut s'auto-coacher sur à peu près tout. Et on peut changer ses pensées. Enfin, je veux dire, moi j'avais des bonnes raisons de me dire oui, je peux faire la promesse que ce sera définitif, parce que de toute façon après on leur ment pas, et puis elles savent bien, et puis on l'a fait la promesse, mais on a aussi dit que ça dépendait d'elles, et puis après on leur explique, et puis de toute façon après à la fin du programme elles en ont plus rien à foutre de faire 30 kilos de moins, parce qu'elles voient que ce qui est plus important c'est qu'elles sont apaisées avec la bouffe, donc de toute façon voilà. Oui, mais j'avais une petite voix qui me disait que j'ai pas envie de faire ça en fait. Et en fait vraiment maintenant j'ai appris à me poser la question: quelle pensée j'adopte en m'auto-coachant parce que ça m'arrange à un endroit?
parce que c'est la voie la plus facile. Et j'essaye d'être vraiment authentique dans tout ce que je fais. Alors, évidemment, maintenant, je fais pas du tout 1 million et je suis endettée et je sais pas si je vais pouvoir maintenir mon salaire le mois prochain, vraiment littéralement. Alors, je suis pas à plaindre, j'ai pu acheter un appart, mais c'est parce que je l'ai fait avec mes bilans comptables des années d'avant, hein. Évidemment, je l'ai fait très très vite demander un prêt et je me suis dit, oulala, en fait, je pourrais pas avant plusieurs années maintenant. Donc j'ai fait vite et c'est pour ça que j'ai acheté un petit appartement, que si demain ma boîte coule vraiment et que je dois reprendre un boulot de dev, voilà, je peux rembourser mon prêt. Je vous ai dit, hein, je suis transparente dans cette vidéo. J'essaye juste de faire mon taf correctement, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de professionnels de l'accompagnement qui se retrouvent, parce qu'ils ne savent pas faire, à se faire accompagner par des personnes qui ont un marketing agressif, qui leur font des promesses de genre « mais oui, tu vas pouvoir en vivre, mais oui, tu vas pouvoir faire 3 000 € par mois, 10 000 € par mois, tu vas pouvoir en vivre, tu vas pouvoir... nanana », mais qui derrière, en fait, donnent des conseils qui sont, en fait, des choses que moi, je considère pas éthiques. Et j'ai pas suivi un dixième des conseils qui m'ont été donnés dans ce genre de formation, programme, etc. Pour moi, le marketing, il doit être au service à la fois de la personne qui délivre le service et à la fois au service de la personne qui reçoit le service. Vous savez, beaucoup de fois service dans la même phrase, mais je suis sûre que vous avez compris ce que je veux dire. Et je m'évertue chaque jour de faire ça avec cette intention-là. Et on peut tellement se cramer les ailes quand on fait des choses avec lesquelles on n'est pas aligné. Et je pense qu'il y a une bonne partie de mon burn-out qui est due à ça. Cette espèce de petite voix de « mais c'est pas ce que je veux défendre ». Et avec le désolement et la tristesse de se rendre compte que quand on fait ce genre de promesses, ça marche beaucoup mieux. Mais beaucoup mieux, évidemment. Beaucoup plus de gens achètent la solution définitive pour perdre du poids jusqu'à la fin de sa vie, beaucoup plus que un coup de main, on verra bien, ça va sûrement t'aider, mais peut-être pas, mais voilà, mais au moins on aura fait notre mieux, tu vois, c'est beaucoup moins vendeur tout de suite, hein. Mais c'est beaucoup plus vrai en fait, c'est beaucoup plus authentique, parce que la réalité c'est que ces problématiques de relation à la nourriture, oui, on s'en sort, oui, on peut bosser dessus, oui, on peut faire des pas de géant, et je crois que toutes les personnes que j'ai accompagnées ces dernières années peuvent en témoigner. Mais c'est du taf en fait. C'est du taf, ça prend du temps, c'est laborieux, c'est des allers-retours. Et c'est comme ça pour toutes les questions qui sont autour de la santé mentale en fait. Et moi ce que je trouve hyper triste, c'est que dans le milieu du coaching, il y a vraiment ce truc de toujours plus, mais tu peux, quand on veut on peut. Et moi aujourd'hui, j'ai appris que croire des coachs qui coachent des coachs, qui coachent des coachs, qui coachent des coachs, c'est une mauvaise idée. C'est des gens qui sont intéressés par, effectivement, avoir plus de résultats, qui pensent en entreprise, ce qui est ok, hein, de toute façon, c'est le système capitaliste, c'est pas eux qui ont un problème, c'est juste le système capitaliste est comme ça. Et tu penses en entreprise, et du coup, tu fais plus d'argent, parce qu'il faut faire plus d'argent, parce que sinon tu crèves, et du coup tu t'intéresses aux résultats financiers, plus qu'à ce que tu crées chez les gens, et aux résultats que tu produis. Et c'est facile en fait de changer ses pensées et de se dire mais non, mais tu vois, plus on fait d'argent, plus ça veut dire qu'on a aidé des gens, puisque si je fais beaucoup d'argent, c'est que j'ai vendu beaucoup de programmes, donc c'est que j'ai aidé beaucoup de gens. Oui, mais ça c'est une pensée qui t'arrange en fait. Tu peux aider beaucoup de gens en faisant du contenu gratuit. La preuve. Donc, avoir l'honnêteté de se rendre compte des pensées qui nous arrangent parce qu'on a peur, on est entrepreneur, on sait pas comment on va payer son loyer le mois prochain, on a des enfants à nourrir. On est tous dans la même situation. On est tous dans un monde qui est ultra violent. Le monde professionnel, c'est violent. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, c'est super important d'avoir un marketing qui est vraiment aligné avec qui je suis et de faire la chasse comme ça aux pensées qui pourraient être en fait des pensées que j'adopte pour m'arranger en fait. Et vraiment de me recentrer sur ce que je veux faire, les valeurs que je défends, pourquoi je fais ce métier, et toutes ces choses-là. Et c'est un boulot de remise en question qui est colossal. Je regarde un peu ce que je m'étais donné, business coach, beaucoup de coach, système pyramidal. Oui, voilà, toute cette question de, finalement, se rendre compte que dans le métier du coaching, il y a quand même beaucoup de dérives, beaucoup de gens qui, finalement, sont là à te pousser à faire plus pour gagner plus, pour machin et tout. Et en fait, on en oublie l'essence même du métier, qui est un métier hyper beau, en fait. Tu te rends compte qu'un coach, c'est quelqu'un qui t'aide à améliorer ta vie, qui t'aide à atteindre tes objectifs. Tu as des trucs qui te tiennent à cœur, et il y a quelqu'un qui dit « Ok, je vais croire en toi avec toi, et on va chercher ensemble comment tu vas y arriver. » Est-ce que c'est pas genre
l'un des plus beaux métiers du monde. Je suis complètement biaisée, hein. J'ai envie de chialer en disant ça, tellement c'est... Je le crois, enfin, moi les coachs, ils m'ont tellement aidé dans la vie, quoi. C'est pas une histoire de gagner plus d'argent, enfin, c'est pas une histoire de... Et j'ai rien contre le fait d'être riche, aujourd'hui. J'ai bossé sur mon rapport à l'argent, et c'est ok, tu vois. Mais c'est juste hors sujet, en fait. C'est pas ce qui devrait déterminer si oui ou non tu accompagnes de telle manière et à tel prix, etc. C'est que je voulais mentionner aussi la remise en question que ça a suscité. C'est qu'en fait, à vouloir toujours faire plus, à atteindre des objectifs encore et encore, moi-même je croyais en ce truc-là, et en fait je me suis cramée. Je me suis cramée parce que c'était une course en avant, en fait. Et je crois que c'est l'un des warnings que j'ai envie de donner aux personnes qui m'écoutent, c'est ça. C'est attention. En fait, cette société est quand même violente, et on croit qu'on va être plus libre en étant entrepreneur, mais déjà, comme je vous disais, je connais personne qui a monté une boîte vraiment, qui a du succès sans avoir fait de burn-out. Et je parlais tout à l'heure de 1 million, mais en fait, il n'y a pas besoin de faire 1 million pour faire un burn-out. Et en fait, là où le salariat, c'est un patron qui exploite des salariés et tu vends ton temps contre de l'argent et t'es littéralement exploité par le système, en fait, quand t'es à ton compte, c'est pareil. Juste, c'est toi qui t'auto-exploites. Et crois-moi, t'es moins sympa avec toi-même. T'es moins sympa avec toi-même que la plupart des gens seront sympas avec toi, en fait. Et du coup, tu te retrouves à potentiellement te maltraiter, en fait. Et je le vois tout le temps avec les personnes que j'accompagne, hein, qui sont entrepreneuses. Je le vois tout le temps. Et en fait, être à son compte, c'est une grosse responsabilité au niveau de sa santé mentale, de sa santé physique. Moi, je l'ai appris à mes dépens. Aujourd'hui, je prends extrêmement soin de ma santé. Et je retournerai pas dans ces trucs-là, et j'ai appris à faire ça, et tant pis si je suis endettée. Enfin, vraiment, il y a vraiment ce truc de, moi je suis là, mais vous allez faire quoi? Vous allez mettre le couteau sur la gorge? Vous allez faire quoi? Il y a pas d'argent. Je vais faire quoi? Je m'en fous, je vais pas mourir pour vous, en fait. Je vais pas mourir pour du fric. En fait, c'est hors de question. La vie est trop précieuse, j'ai trop de belles choses à vivre, donc maintenant, ma santé est plus importante. Et j'ai vraiment envie de mettre en garde contre ça, contre le fait contre l'illusion que le capitalisme nous a donné de ouais, si t'en as marre d'être exploité par un patron, bah mets-toi à ton compte, comme ça au moins tu es propriétaire des moyens de production et c'est ton travail qui rapporte ton argent. Oui, mais t'es aussi pas protégé, t'es aussi pas de retraite, t'as aussi... Enfin si, bon bref, ça dépend de ton statut, mais bon, autre vidéo pour un autre jour. Mais t'as aussi plein d'autres trucs en fait. Bien que bien sûr, si c'est trop bien pour toi d'être à ton compte, je t'encourage. Moi j'adore être à mon compte, j'adore pouvoir me lever à l'heure que je veux, travailler... en mon nom, de toute façon, avec mon TDAH et la façon dont je suis calée, je fonctionne pas en entreprise, enfin j'y arrive mais je crève, donc non, voilà. Le truc que je voulais mentionner aussi, c'est l'histoire de la compétition sur les réseaux, la jungle que c'est, ouais, le fait que tout le monde galère, et c'est vrai que ça a été dur aussi dans mon parcours, c'était ça, le fait d'avoir des gens qui de tous les côtés te tirent la veste. En fait, 2020-2021 a été extrêmement violent sur les réseaux sociaux. Vraiment, et je pense que tous les youtubeurs, enfin là je trouve que ça s'est apaisé, je ressens plus du tout la même pression, et c'est pour ça que je reviens, que je fais des contenus avec envie, etc. Mais c'était d'une violence, les gars. Quand vous avez connu YouTube en 2012 et que après vous prenez YouTube en 2020 dans la gueule, je peux vous dire que moi j'étais pas prête. Et c'est une jungle, et moi j'ai pas envie de jouer en fait. Je suis vraiment là parce que ce que je produis m'intéresse, en fait. Je suis là pour avoir des échanges constructifs, je suis là pour partager, je suis là pour, certes, rencontrer des personnes qui seront intéressées par mon accompagnement parce que j'en vis et que j'ai besoin d'avoir des clients, des coachés, des patients. Voilà, dans mon entreprise, évidemment, je suis comme vous, je remplis mon frigo à la fin du mois, enfin pas à la fin du mois, toutes les semaines, enfin bon bref, t'as compris. Donc oui, évidemment aussi, mais pas que, et pas que du tout. Je pense que j'ai abordé à peu près tous les grands sujets que je voulais aborder. Cette vidéo était donc comme prévu, décousue, etc. Et j'ai pas pleuré. Franchement, j'ai failli, mais j'ai pas pleuré. Je suis contente. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Si vous êtes entrepreneur, entrepreneuse, en fonction de là où vous en êtes, vous avez la possibilité de prendre un entretien avec moi. Mes séances, elles sont à 95 €. Séances à l'heure. Donc vous avez mon lien dans la barre d'infos avec mon calendrier, vous faites ça en autonomie, vous n'avez pas besoin d'envoyer des mails, machin, vous prenez votre carte, vous réservez votre créneau, vous vous pointez, c'est tout en Zoom. Et j'ai aussi un programme qui s'appelle WooMind, qui reprend là en avril, avec des journées. Donc là c'est plus haut de gamme, j'ai envie de dire. Maintenant je fais les deux, en fait, en fonction de là où vous en êtes, vous voyez ce qui vous correspond le mieux. Où là c'est à la fois du coaching, mais aussi du mentorat.
et vraiment on travaille ensemble. On a des journées de travail qui sont prévues dans le calendrier où on travaille sur votre entreprise en groupe. Et vous avez des séances en groupe aussi où voilà, on met. Enfin, il y a à la fois de la transmission de connaissances sur la gestion d'un business et dans les métiers d'accompagnement essentiellement, même si vous êtes dans un autre métier, parlez-moi-en. Et on pourra voir si je peux vous aider ou pas, parce que le but, c'est aussi que je vous mentore sur des sujets que je connais, hein. Mais aussi du coaching mental, donc toutes les questions de je me sens illégitime, j'ai l'impression que j'ai un syndrome de l'imposteur, je sais pas comment mettre mes prix, je sais pas, enfin, les questions de marketing, je veux pas faire de la merde, mais en même temps, il faut bien que je trouve des clients, et en même temps, je veux pas faire des promesses mais en même temps, il faut bien que les gens découvrent et que ce soit un peu aguicheur, et nanani, et nanana, toutes ces questions-là. Et ça, c'est un programme qui est sur 6 mois. Donc 2 fois 3 mois avec une pause dans l'été. On commence en avril, on termine en décembre. Et c'est plutôt un tarif plus élevé puisque c'est 5 400 €. Voilà, donc c'est vraiment aux personnes qui sont professionnelles. Le mieux, c'est si votre activité est déjà démarrée, que vous commencez déjà à gagner de l'argent et que vous le voyez vraiment comme un investissement sur votre entreprise. Le but, c'est qu'à la fin, vous puissiez avoir un retour sur investissement. Mais voilà. Et le but, c'est de ne pas partir dans les dérives de coach. Et je n'ai pas envie de coacher, je vous le dis, je n'ai pas envie de coacher des personnes qui coachent des coachs. Voilà, je fais ça pour vous si vous êtes dans un métier d'accompagnement et que vous accompagnez des gens qui font plein d'autres choses à part être des coachs. Parce que je veux pas aller dans un système pyramidal et pour autant je veux pas fermer la porte en mode oui bah du coup on n'aide pas du tout les coachs alors que c'est con. Je pense que j'ai plein de compétences et j'ai vraiment l'élan et l'envie de transmettre sur ces sujets-là et d'aider des personnes à pas vivre le cramage que j'ai vécu quoi. Je me rends compte que j'ai pas décrit en détail mon burn-out en 2021 ici, comment ça s'est manifesté, comment je l'ai vu arriver. Alors je vous ai décrit ce qui l'a causé, je vous ai décrit la timeline. J'en ai un peu parlé dans une vidéo où je vous ai dit qui s'appelait J'ai fait un burn-out. Donc je vous la remettrai là. Mais je crois que j'ai jamais vraiment détaillé. Mais je crois que aussi la raison pour laquelle j'ai jamais vraiment détaillé, c'est que ça s'est fait un peu en escalade. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier truc qui était perso ou ah oui attendez, juste pour le programme Woman, vous avez un lien dans la barre d'infos, j'ai oublié de vous dire, avec un questionnaire Google pour postuler. Donc voilà, n'hésitez pas à postuler dans le Google Form. Je fais ça sous forme de Google Form parce qu'en ce moment mon site est down. Bref, c'est une autre histoire pour une autre vidéo encore une fois. Mais voilà. Et donc je vous disais, moi mon burn-out il a commencé avec les questions de vie perso en fait. Et à la fois début 2021 où je me dis oh mon dieu je suis crevée, j'arrive plus à prendre des décisions, du coup je délègue les parties décisionnelles à des personnes qui du coup sont pas compétentes non plus, enfin encore moins que moi et bref ça va pas et je quitte mon copain en fin juin et je décide de faire mes points finaux à la rentrée. Donc voilà, parce que je me sens escaladée, je me sens sombrée. Et le moment où j'ai vraiment sombré physiquement, c'est la sortie des Pilotoc. Le fait de sortir les montages, de tout monter et tout, l'automne 2021, j'étais au bout de ma vie. Et le pire a été janvier, février, mars 2022. J'étais dans un état lamentable. J'ai dû arrêter la majorité de mes activités. Ça a été hyper dur, j'étais un zombie, enfin voilà, et je souhaite ça à personne. Pour la première fois de ma vie, je me suis réveillée le matin en me disant que je préférais me buter que de vivre cette journée, ce qui ne m'était jamais arrivé. Je suis quelqu'un d'extrêmement joyeux, qui a toujours 1000 projets, qui est hyper positif, qui est même trop optimiste parfois. Donc c'était vraiment une grande première pour moi, et heureusement que j'étais bien accompagnée, et tout ça. Mais voilà, donc tout ça pour dire que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très difficile. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très difficile. Il y a beaucoup de compétences à apprendre. Les métiers d'accompagnement, c'est aussi quelque chose qui s'apprend. Et voilà, mais overall, c'est quand même une très belle aventure. Et je suis la plus heureuse de faire ce métier. J'adore mon métier. Genre, il y a plein de fois où je chiale de gratitude quand j'ai passé une journée à avoir des personnes en call, en Zoom, les avoir aidés sur différents sujets, fait de l'IFS, fait du coaching, et où je me dis mais j'adore ce taf en fait, je suis faite pour ça. Et ça, j'ai quand même une gratitude de fou de me dire j'ai traversé ça, SSB va remonter et je finirai par rembourser mes dettes et continuer à me payer un salaire et la vie est belle et voilà, et c'est la vie de l'entrepreneuriat et c'est pas grave. Et mais quand je me lève le matin, j'adore ce que je fais. Et c'était le cas même pendant le burn-out, c'est ça qui est pire. En fait, moi, je pensais pas que c'était possible de faire un burn-out sur un truc dans lequel tu aimes ton métier. Je pensais que c'était quelque chose que tu pouvais faire seulement quand t'étais pas du tout aligné, que tu faisais un truc pour quelqu'un d'autre qui te ressemblait pas. Et en fait, mon expérience a prouvé le contraire. Donc voilà, prenez soin de vous.
soyez attentifs, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner, à aller regarder la barre d'infos si vous voulez qu'on s'en parle plus, vous et moi, que vous êtes professionnels, que ça vous parle, que vous voulez en discuter. Vous avez mon lien pour prendre un rendez-vous. Et je vais m'arrêter là parce que la batterie clignote. Je pense que j'oublie de vous dire des trucs, mais c'est pas grave. Je ferai au pire des FAQ. Enfin, c'était brouillon, mais c'est pas grave, c'était avec le cœur, c'est ce qui est important. Et écoutez, merci pour votre soutien pendant toutes ces années. Merci d'avoir été là même à travers cette période qui a été un peu noire pour moi, si vous êtes encore là. Et je sens mon énergie, ma flamme revenir et mon envie de contribuer, être là. Et ça, c'est quand même... C'était pas gagné il y a 2 ans en arrière, donc je suis vraiment heureuse d'être là. Et voilà, je vous embrasse très fort. Merci de votre écoute. Partagez ça en masse. N'hésitez pas à me faire des commentaires et à me dire ce que vous en pensez et à réagir et tout ça. Essayez d'être constructif dans la mesure du possible, même si vous avez le droit vous aussi de vous tromper et de dire des conneries, ça arrive. Et je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, je ne sais pas, et je vous dis à très vite. Ciao ciao.